il y a 2 semaines avec Jessica Flao, nous sommes allés sur Mars. On a connu un petit incident technique, un incident de serveur. Donc si ce soir, il arrive de nouveau ce problème, nous aurons une solution de secours avec un salon Teams. On vous enverra le lien sur le chat de BBB si jamais il fonctionne au moment du crash, sinon sur nos réseaux sociaux. Donc vous inquiétez pas, en cas de pépin, il y a un plan B. On espère que ça ne va pas arriver. Donc on est avec Samuel Nowakovski, qui est maître de conférence à l'université de Lorraine. Il enseigne les humanités numériques là-bas. Il est chercheur au lauréat, spécialiste de l'intelligence artificielle et de l'usage de l'informatique à des fins pédagogiques. Il est aussi un des contributeurs du passage à l'ère du web pour les télévisions françaises. Il a travaillé pour Apple. Il a collaboré aussi avec il a développé, il a poussé les logiciels libres en France. Enfin bref, la liste est assez longue, mais avec lui, ce soir, on va faire une brève histoire, enfin bref, je ne sais pas s'il sera bref, mais en tout cas une histoire du numérique, de ses racines très hippies, de la contre-culture au défi du monde moderne. Eh bien, Samuel, c'est à toi, je te laisse le micro. Écoutez, merci beaucoup Valentin, merci pour cette introduction. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai un petit regard sur les gens connectés. Il y a des noms que je connais. Il y a quelques-unes de mes étudiants qui sont là, donc je reconnais les noms. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc je vais tenter ce soir de résumer une histoire qui est à la fois courte et longue. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé Une brève histoire du numérique. Et vous verrez qu'elle est courte dans le temps parce que tout ça démarre il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, continue à se jouer encore maintenant et je vais essayer de passer par un certain nombre de points qui me semblent clés et essayer de l'illustrer suffisamment clairement de manière à ce que vous en voyez l'importance et surtout que vous en voyez les conséquences sur ce qui se joue aujourd'hui et sur les enjeux d'aujourd'hui en matière de numérique. Et vous verrez que tout est, et je terminerai par ça, alors je ne vais pas divulgacher ce que je vais vous raconter tout de suite, mais je terminerai par ça et vous verrez que tout ce que l'on vit aujourd'hui était déjà en germe dans les années 60. Et donc ça, c'est pour vous tenir en haleine jusqu'au bout, parce que sinon, vous allez avoir tendance à aller voir quelqu'un d'autre qui parle à la même heure que moi sur une autre chaîne. Donc voilà, donc c'est parti. Donc tout commence, en fait, et il faut bien commencer à un moment, tout commence, si ça fonctionne, hop, tac, non, ça marche pas. Ça y est. Donc tout commence, je vous ai mis des petites fleurs, parce que en fait tout commence dans un temps où la fleur était de mise et les contre-cultures qui ont promu ça parlaient de flower power, parlaient de toutes ces choses-là. Et une bonne partie de l'histoire que j'ai à vous raconter commence là. Alors évidemment, elle ne commence pas uniquement là, parce que on parle d'informatique, l'histoire d'informatique a commencé avant, mais si vous voulez, les phénomènes qui vont se déclencher à ce moment-là vont être ontologiquement intéressants, parce qu'ils vont être à l'origine de tout un tas de dimensions qui se retrouvent encore aujourd'hui dans tous les grands outils, les grandes plateformes et dans une bonne partie d'usages qui sont les nôtres. Et en fait, beaucoup de choses commencent à ce moment-là, dans un temps qui a une singularité. Alors, je veux dire, tous les temps ont une singularité, mais ce temps a une singularité, et pour cela, il faut qu'on revoyage un petit peu dans le temps. Et voyager un petit peu dans le temps va nous demander d'explorer un petit peu les différents phénomènes, à la fois technologiques, politiques, sociologiques, qui ont traversé ce temps-là. Et ce temps-là, ce sont les années 60. Les années 60, en particulier aux États-Unis, et un peu plus en particulier sur la côte ouest. Donc je vous ai mis un petit aperçu de tout ça, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en gros, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on se trouve dans un temps pour lequel l'humanité se met, une partie de l'humanité, un certain nombre d'une partie de l'humanité se met à penser et tenter de penser le monde autrement. On a vécu des années 60 aussi avec du changement en Europe, en France et ailleurs. Mais là, ce qui est intéressant dans les mouvements qui vont traverser la côte ouest américaine, les États-Unis dans ces temps-là, c'est qu'il va y avoir une connexion forte entre des recherches, entre des perspectives, entre des idées qui vont commencer à émerger, et puis des attentes sociologiques, des attentes de vie de la part d'une partie de la population et en partie la jeunesse. Cette jeunesse, en gros, se trouve être celle qui arrive après les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et, comme toute jeunesse, cherche à s'émanciper de cette logique-là
et va chercher à imaginer d'autres formes d'organisation de la société. Et ces autres formes d'organisation de la société vont passer par plusieurs mouvements, par plusieurs volontés de matérialiser ces autres visions de la société. Et en fait, on entre dans les contre-cultures sous différentes formes et on trouve des contre-cultures qui vont se retrouver à être à la fois prises entre diverses tensions, à la fois ce que Boltanski a appelé entre critique artiste et critique sociale. Il va y avoir des tensions entre est-ce que je change la société sur le plan politique? Donc on parle du mouvement pour les droits, on parle de Students for Democratic Society, on parle de free speech. Si vous voulez, il y a tout un tas de mouvements qui vont émerger, qui vont chercher à changer la société de manière assez traditionnelle par la révolte politique, par l'idéologie, et qui vont essayer de modifier un certain nombre de choses dans la structuration de la société de ces années 60-là aux États-Unis. Et je vous ai mis des captures d'écran à côté. C'est un film qui illustre extrêmement bien cette époque-là, c'est Zabriskie Point d'Antonioni. Et dans Zabriskie Point, l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, ça sera l'occasion de le regarder dans ces temps d'enfermement. En fait, ce qui est intéressant dans Zabriskie Point, c'est que ça démarre à l'université de Berkeley, dans les grandes manifestations qui ont secoué l'université de Berkeley dans les années 60. Il met en exergue cette relation qui existe entre, finalement, une volonté de changer la société, et on voit ces manifestations hyper violentes. On assiste aussi à la critique de la société matérialiste, qui est une société du petit pavillon, de l'électroménager, de la femme à la maison. Cette critique-là sous-tend aussi cette révolte sociale. Et puis, dans le film, qui va être une vraie matérialisation de ce qui va se passer réellement dans la société, c'est que finalement, un certain nombre d'individus vont considérer que ça peut pas se faire sur le plan politique. Il y a une nécessité de se sortir de ce monde-là et d'aller imaginer les choses autrement. Et dans le film en question, le héros s'évade, prend un vol un avion, s'évade et se retrouve dans la Death Valley. Bon, je vous passe les détails, mais globalement, il s'évade. Métaphoriquement, c'est une représentation de ce qui va se passer réellement en matière de communauté, de l'émergence du mouvement hippie. C'est-à-dire que ce gars-là, en s'évadant, il montre que c'est pas dans la société en question que les choses vont changer, c'est en imaginant d'autres lieux, d'autres endroits, en allant vers un ailleurs dans lequel on va pouvoir imaginer d'autres formes d'organisation sociale. Et ça va être relayé, cette métaphore cinématographique va être relayée en particulier par toutes des communautés émergentes de ces années-là, et une en particulier dont le gourou est un gars que vous connaissez tous sans peut-être le connaître, c'est Ken Kesey. Ken Kesey, c'est lui qui a écrit Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et il est le gourou d'une communauté qui est basée à La Honda, dans les collines au-dessus de San Francisco, qui s'intitule et qui apporte pour nom les Merry Pranksters, les gays lurons. Et donc lui, ce gars-là, à un moment donné, commence à faire passer le message que faisons table rase de tout ce qui pourrait être une lutte sociale, idéologique, politique. Recentrons-nous sur ce que nous sommes, quittons le monde, quittons les villes et allons nous installer sur d'autres formes organisationnelles de société. Et il promeut l'idée d'une communauté, des communautés agraires qui vont s'installer en dehors des grandes villes et qui vont peupler en particulier tous les alentours de San Francisco, toute la Californie, etc. Donc il va défendre ce mouvement-là et qui va donner naissance finalement au mouvement hippie et qui va avoir une importance non négligeable dans la suite des événements. Et donc ce gars-là va promouvoir ça. Ça va nous amener à un deuxième événement clé, c'est Woodstock et les utopies hippies. Et en fait, ce qui est intéressant à observer déjà à ce moment-là, c'est que en fait, les individus qui vont être concernés par cette refondation de la société, par cette idée qu'on puisse faire autrement, c'est aussi les gens qui sont dans les labos. C'est aussi les gens qui travaillent sur des techniques qui vont prendre une place de plus importante. C'est aussi des gens qui vont bénéficier de l'apport d'un certain nombre d'individus qui vont croire en l'idée qu'il puisse y avoir des rapprochements entre ce qui est socialement en train de se pousser au niveau des contre-cultures et les technologies émergentes. Des gens comme Stewart Brand, et là je vous invite à lire un bouquin passionnant qui est celui de Fred Turner qui s'appelle « Aux sources des utopies numériques ». Et donc en fait, ces gens-là vont considérer que il y a une connexion possible entre
les idéologies qui sont postées par la contre-culture, ces contre-cultures en question, de communauté rurale, de repenser le monde, de repenser la façon dont on interagit avec les autres, et la façon dont on va pouvoir commencer à réfléchir et intégrer ce qui se passe en matière de recherche dans un certain nombre de laboratoires, surtout que les hippies en question n'ont jamais considéré que la technologie était mauvaise. C'est aussi à cette époque-là qu'on redécouvre la cybernétique. La cybernétique de Norbert Wiener, qui a quand même un certain nombre d'années à ce moment-là, on redécouvre cette idée de la cybernétique. Et comment on redécouvre ça ? On redécouvre ça en se posant la question des subjectivités. Donc, ce qui explique aussi la tentation d'aller explorer des substances chimiques qui amènent à se poser des questions sur qui suis-je, quelle est la place, quelle est ma place, quel est le sujet humain. Et la deuxième chose, c'est que la recherche sur les subjectivités met un accent sur l'humain, c'est-à-dire l'être, l'individu. Qu'est-ce que l'individu ? Quelle est ma place ? Quel est le sujet pensant ? Et comment cet individu-là s'installe dans le monde et peut avoir une action sur le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà une première connexion, c'est-à-dire que ces utopies-là et cette contre-culture-là est portée par des individus qui sont aussi dans des laboratoires et qui font ces recherches-là. D'ailleurs, Steve Jobs a toujours dit que si Bill Gates avait pris plus de LSD ou de choses comme ça, les produits qu'il fabrique auraient été bien meilleurs. Donc en fait, il y a quelque chose de cette espèce de creuset-là est intéressant. Et je vous ai mis des captures d'écran, parce que là aussi, je vous invite à aller le regarder, c'est Woodstock, le film bien connu, 69, pas les rééditions des années d'après. Donc ce Woodstock en question, il est extrêmement intéressant parce qu'à la fois, il y a de la musique, de la bonne musique, mais surtout, il est métaphorique de ce qui va se passer. C'est-à-dire que la question des communautés agraires, la question des communautés rurales, la question des utopies hippies, on sait que ça va faire long feu, que ça ne fonctionnera pas, et puis pour diverses raisons. On met des humains au même endroit, au début ça va, puis après il y en a un qui veut jouer le chef, le gourou, enfin, on sait que ça n'a pas fonctionné et ça ne fonctionne pas. Et le film Woodstock est cette perte des utopies est aussi fondatrice dans ce qui va suivre et dans ce qui va arriver derrière. Et en fait, le film Woodstock est très intéressant parce que il est métaphorique de tout ça. Au début, tout est beau. Les hommes sont beaux, les filles sont belles, l'herbe est verte, il fait beau, le concert démarre, etc. Tout est beau. Donc on a une espèce d'idéalisation, d'une édénisation de ce que pourrait être finalement cette contre-culture et ce qu'elle prône comme mode de vie, la vie en collectivité, tout le monde est beau, enfin tout va bien. À un moment donné, l'acmé du film, c'est cette scène au milieu où vous avez le gourou indien qui est là et c'est ce qu'on va appeler bien plus tard le village global, c'est-à-dire qu'on a l'humanité dans toute sa diversité qui est réunie en un lieu, dans un lieu de paix, dans un lieu où chacun considère l'autre comme son frère, etc. C'est-à-dire qu'il y a une horizontalité, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de niveau social, tout le monde est au même niveau. On a ce moment qui est d'espèce d'acmé, on sent qu'on peut y arriver, mais hop, le film se termine. Vous avez Jimi Hendrix le dernier jour qui fait son concert et il joue devant un parterre qui ressemble à un espace complètement dévasté, un côté apocalyptique, quelque chose qui s'est passé, un cataclysme, et il n'y a plus rien. Et donc le film est complètement porteur de ce qui va se passer. C'est-à-dire que ces communautés qui sont portées par ces gens-là, qui imaginent un humain comme étant le porteur de tout ce qu'il est important de valoriser, une horizontalité dans la relation entre les humains, une volonté de bannir ce qui fait la hiérarchie, le côté fordiste et pyramidal de la société américaine. En fait, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais manque de bol, toutes les conditions sont presque réunies, on y arrive et ça s'écroule. Donc le constat va être fait il y a une impossibilité d'envisager dans le monde physique cette possibilité de construire une autre société basée sur ces valeurs-là, ces valeurs de l'émancipation, les valeurs des communautés et de ce qui a fait cette culture-là. Donc pour revenir sur la question qui est intéressante, c'est que je vous disais que ces gens-là ne sont pas coupés des technos. Et j'en prends pour exemple cette diapo. C'est ce qu'on a appelé la mère de toutes les démos, the mother of all demos. C'est une démonstration qui est faite en décembre 1968 par un gars qui s'appelle Doug Engelbart.
Donc Engelbart, il est patron d'un laboratoire d'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Dès que c'est des gens qui fabriquent tout qui sont typiquement ceux que je vous décrivais là. En fait, Doug, il fait une démonstration de l'ordinateur et du desktop, c'est-à-dire d'un ordinateur dans lequel on va pouvoir envoyer un mail, travailler. Et il fait aussi une démonstration de la première souris. Donc là aussi, dans la question de la subjectivité, et vous verrez le petit diapo que je vous passerai tout à l'heure, dans la question de la subjectivité, dans la réflexion que mènent tous ces gens-là, ils considèrent finalement l'humain, c'est un être, mais il peut y avoir d'autres êtres, et des êtres non humains, non vivants. Et quoi de plus métaphorique d'une relation que de pouvoir communiquer avec une machine informatique avec la main? C'est quelque chose de complètement nouveau. Auparavant, les machines, c'est des interrupteurs, il n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il invente la souris et il fait la démonstration en 69 de cette souris, de la vidéoconférence, de la téléconférence, de l'hypertexte, du mail, du traitement de texte. Finalement, il fait cette démonstration qui est fondatrice et on est à la fin des années 60. Et donc, tout ce qui va faire les machines qui vont arriver bien plus tard est déjà en germe et plus qu'en germe à ce moment-là. Et donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces individus qui sont à la fois en train de penser le monde autrement et en même temps en train d'imaginer, de travailler dans les labos, en particulier dans les grandes universités, sont à la fois en train de penser le monde et développer des outils qui portent un certain nombre de leurs valeurs, de leurs réflexions et de leur position à l'intérieur du monde. Et ça, c'est extrêmement riche et ce moment-là est vraiment fondateur. Et vous voyez qu'on monte assez loin en même temps, pas très loin dans le temps finalement. Ça fait 60 ans, 50 ans. On avait déjà tout, en fait. Tout était déjà là. Et donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est que tous ces gens-là, ayant fait le constat que leurs idéologies, leur volonté de changer le monde ne pouvaient pas fonctionner, ils vont se mettre encore une fois dans une quête d'un ailleurs. Dans un premier temps, ils ont installé leur communauté agraire et rurale en dehors des villes. Donc, ils vont se mettre dans une quête d'un ailleurs autre, dans lequel ils pourraient implanter ce qui fait leur valeur. C'est une valeur d'horizontalité, de liberté, d'ouverture, de ce qui fait un certain nombre de choses qui ont été, et de l'humain, de l'individu comme étant le porteur de ce qui est fort dans la créativité humaine. Donc il y a une quête d'un ailleurs. C'est d'ailleurs à ce moment-là, dans cette quête d'un ailleurs, on va redécouvrir, ou remettre sur le devant de la scène le Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que je vous ai mis le petit badge là, Gandalf for President. Donc on redécouvre un ailleurs. C'est-à-dire la Terre du Milieu est un ailleurs. C'est-à-dire qu'il est plutôt sympa comme ailleurs. Il y a des méchants, il y a des gentils, mais on pourrait y vivre. C'est typiquement si vous voulez, une possibilité d'une terre sur laquelle on pourrait très bien vivre et s'installer. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes vont imaginer à partir de ce moment-là les jeux de rôle, tous les machins où on imagine de pouvoir se constituer un petit univers dans cet ailleurs en question. Et donc, on part en quête de son ailleurs et je vais je vous ai mis une capture d'écran d'un film qui n'est pas du tout lié au numérique. Alors, je vous invite aussi à le regarder. C'est un film de 71 qui s'appelle Vanishing Point et ce film raconte tout. Ce film est un road movie. Il est un road movie assez classique. C'est un gars il s'appelle Kowalski, c'est un go fast. Il est chargé de transférer une belle voiture, une Dodge Challenger 69, d'un point A des États-Unis à un point B des États-Unis. Donc c'est un road movie. Il traverse les États-Unis. Donc toujours la même chose. Le principe, c'est que finalement son voyage devient un voyage initiatique, un peu à la manière d'Odyssée. Il va tangenter différentes communautés, il va passer par un certain nombre d'États. Et en particulier, à un moment donné, il va passer à côté d'un endroit qui, pour lui, semble être une forme de paradis. Quelque chose qui pourrait être ce à quoi il aspire, mais auquel il ne pourra jamais accéder. Donc il est comme derrière une vitre, et ce qui l'attire, c'est une jolie femme sur une moto, mais bon, peu importe. Et en fait, manifestement, il y a quelque chose qui est significatif de ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire quelque chose dans le monde physique et cette volonté s'achève avant même d'avoir vraiment pu commencer et on fait le constat que ça peut pas arriver. Et donc il fait ce constat-là qu'il peut pas atteindre cette idée cet idéal qui poursuit. Et en fait, il y a la deuxième image avec ces deux bulldozers et ces deux lames de bulldozer qui barrent la route. En fait, c'est le leitmotiv du film et je vais être obligé de le divulgacher, c'est-à-dire que va faire Kowalski? Il va décider de passer. Donc en fait, il va décider de passer entre ces deux lames et
métaphoriquement, ce qui est intéressant, c'est exactement ce qui va se passer au niveau des individus qui vont être à l'origine les pionniers d'Internet, les pionniers du réseau. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Kowalski, quand il choisit de passer, c'est-à-dire qu'il passe, mais il doit abandonner quelque chose pour pouvoir passer. Il est obligé d'abandonner sa matérialité. Il est obligé de laisser quelque chose derrière lui pour pouvoir traverser, passer de l'autre côté des deux bulldozers. Et en fait, ce qui va se passer pour les communautés, enfin tous les gens qui vont travailler sur ces questions-là, du constat qu'ils font de l'impossibilité de pouvoir, installer dans le monde physiquement, dans une organisation sociale, ce à quoi ils aspirent. Ce constat est fait que c'est impossible. Et donc, ils vont considérer qu'il va y avoir un changement radical, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que l'endroit où ça va se matérialiser, pour pouvoir y accéder, il y a besoin d'abandonner quelque chose. On abandonne notre matérialité et on bascule dans le réseau. Et c'est le réseau qui va devenir la nouvelle frontière, le nouvel espace vierge à conquérir et dans lequel il va être implanté les valeurs, les volontés, la façon d'organiser la société, cette horizontalité, etc., etc. Et donc, en fait, ce passage se fait à ce moment-là. C'est-à-dire dans le constat de l'impossibilité de pouvoir installer dans le monde physique ce qui intéresse, enfin, ce qu'il voudrait mettre en place, ça nécessite de perdre quelque chose, et cette perte, c'est cette perte du matériel pour l'immatériel. On verra que c'est pas complètement immatériel, mais globalement l'immatériel. Et le film Vanishing Point représente bien ça. C'est-à-dire que c'est une quête ontologique. Et donc, ce passage se fait là. Et donc, cette nouvelle frontière, elle va être, et c'est cet ailleurs. Et là, on va y retrouver, finalement, on va y implanter, ces gens-là vont y implanter, finalement, tout ce qu'ils ont souhaité mettre en œuvre au sein de leur propre vision du monde. C'est-à-dire, cet ailleurs, le numérique, comme on l'appellera plus tard, c'est un endroit où on efface le statut des personnes. C'est-à-dire, j'y suis en tant que ce que je suis. C'est pas j'y suis parce que j'y étais recommandé, j'y suis pas parce que j'appartiens à une hiérarchie, j'y suis pas parce que j'appartiens à une organisation qui veut que j'y sois. J'y suis parce que j'y suis. Dans cet ailleurs, on s'y réalise authentiquement. C'est-à-dire l'idée, c'est que j'ai la possibilité d'être en capacité d'agir comme je souhaite agir. J'ai pas quelqu'un qui va me dire tu fais ça. J'ai la possibilité de communiquer, de construire, de m'y réaliser et de m'y réaliser en tant qu'individu. Dans cet ailleurs, on privilégie l'accomplissement des individus. Et donc, c'est l'individu qui devient le moteur. Et c'est pas l'organisation, c'est pas la place dans une structure, c'est l'individu qui devient le moteur de cet espace-là. Et enfin, dans cet ailleurs, mes qualités ne dépendent que de mes agissements. C'est-à-dire, si je prends, et donc c'est uniquement ce que j'y fais qui me détermine à l'intérieur de cet environnement-là. Faites un parallèle avec les réseaux sociaux. Dans un réseau social, vous n'y êtes que ce que vous y faites. Si vous ne faites rien, vous n'êtes pas visible. Donc on rentre dans un ailleurs où on va ignorer ceux qui sont silencieux et donner, si vous voulez, une place à ceux qui vont produire, construire, et ceux qui auront une individualité qui va pouvoir les amener à produire des choses. Ça, c'est une première chose, en tant qu'espace et avec ses grandes dimensions. La deuxième chose intéressante, c'est que tout à l'heure, je vous parlais d'un certain Stewart Brand. Une fois qu'on a cet espace-là, il va falloir le peupler. Et une première étape qui a permis de le peupler, c'est un événement, un objet qui était un livre. Ce livre, ça était le World Earth Catalog, qui a été un bouquin qui a été réédité un certain nombre de fois. Et dans le World Earth Catalog, alors j'ai mis quelques photos, j'aimerais bien en avoir un, mais il n'y en a plus beaucoup. Mais ce World Earth Catalog, c'est un bouquin dans lequel on pouvait y publier, on pouvait y trouver tout un tas, quel que soit ce qu'on voulait y publier, on pouvait y publier. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des articles de mathématiques, de physique, des articles pour savoir comment faire pousser de l'herbe au bon moment. Enfin, tout y était. C'était une espèce de collection de tous les centres d'intérêt, des communautés, de tous ces gens-là qui sont en train de construire tout ce truc-là. Et donc, dès que la technique va permettre de le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer le World Earth Catalog sur le réseau. Et ça va donner la première communauté en ligne qui s'appelle le WELL, qui est le World Electronic Link, dans lequel vont se retrouver les éléments qui vont construire, mettre les premières briques de ce que va devenir un peu plus tard le réseau tel qu'on va le connaître et tel qu'il va commencer à démarrer et qui va naître dans quelques années plus tard. Donc en fait, on a tout. On a absolument tout. On y retrouve à la fois cette horizontalité, on y retrouve à la fois cette volonté d'y faire un endroit d'émancipation,
un endroit de liberté, un endroit d'ouverture et un endroit qui va commencer à collecter finalement ce qui fait les centres d'intérêt de tous ces gens-là. Alors ça pose une première question. Cette première question, c'est que cet espace-là a été conçu par des humains qui sont plutôt blancs, plutôt des hommes et plutôt bien instruits. C'est-à-dire que ces valeurs-là concernent globalement une toute petite partie de la population humaine. La question qui se pose après, c'est quand on va passer à l'échelle de l'humanité, les valeurs d'un groupe de blancs plutôt instruits de la côte ouest américaine ne sont pas franchement partagées par tout le monde. Donc ça, on pourra y revenir. Donc en fait, ça c'est un événement fondateur. Et donc simplement pour y venir, c'est que ce réseau en question, cette nouvelle frontière, c'est un projet à l'origine, l'histoire est super connue, c'est ARPANET, c'est le réseau qui est un projet à vocation militaire. Et la volonté, c'est le projet en question de constituer un réseau dans le cadre de ce projet-là, c'est de créer un réseau acentré et symétrique, c'est-à-dire un réseau qui ne puisse pas être neutralisé par une seule attaque. C'est-à-dire que, en gros, avant ça, un réseau, c'était, souvenez-vous les vieux films, vous avez un central téléphonique, si vous balancez une bombe sur les centrales téléphoniques, il n'y a plus rien qui marche. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un réseau qui soit complètement acentré et symétrique, c'est-à-dire qu'à tout point, quel que soit l'endroit où on se trouve, on puisse avoir un chemin entre les différents points et qu'on puisse avoir également une possibilité de chacun d'être producteur d'informations sur ce réseau. À cette époque-là, également, en s'inspirant d'une recherche qui est faite à l'INRIA par un gars qui s'appelle Louis Pouzin, on va inventer le TCP/IP, donc le protocole, mais ce protocole se fait sur la base d'une expérimentation, c'est le réseau Cyclade qui a été mené à l'INRIA. Donc les datagrammes, si vous voulez, qui sont à la base de la communication par paquet, qui sont aujourd'hui, qui est toute l'infrastructure logique du réseau, c'est un projet qui aussi prend sa naissance dans des recherches qui sont faites en France. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, ça, c'est le réseau. On va s'appuyer sur cette base-là pour construire pour construire finalement cette ailleurs, pour construire cette nouvelle frontière. Et c'est là-dedans qu'on va y implanter ces influences d'un fois d'ouverture, mais aussi de contrôle, de liberté, mais aussi de domination, de gratuité, mais aussi de profit. Mais surtout, c'est dans cet espace-là que va commencer à s'installer quelque chose que nous vivons aujourd'hui tous les jours, qui est l'économie des données, l'économie de la donnée. Et donc après, on va aller assez vite. L'histoire se déroule. En 74, on crée TCP/IP. En 80, ARPANET se divise en deux réseaux distincts, un réseau militaire et un réseau civil. En 84, ARPANET adopte TCP/IP qui deviendra la base d'Internet. Et en 84, le réseau Internet naît. Donc en 84, il y a à peu près 1000 machines connectées sur le réseau. 1000 machines, c'est en gros rien. Donc sur le réseau mondial, en 84, on crée ce réseau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 84, sort un bouquin que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà lu. C'est le bouquin qui est d'un auteur qui s'appelle William Gibson, qui est le père de ce qu'on appelle le courant cyberpunk. Et ce bouquin s'intitule Neuromancien. Donc c'est une histoire qui parle de matrice. Alors souvenez-vous, après plus tard, on parlera, la matrice, ce sera bien connu. C'est la première fois qu'on parle du cyberspace, donc du cyberespace, et il le décrit. Dans les premières lignes du bouquin, il décrit le cyberespace. Et je vous montrerai tout à l'heure une petite animation qui ne sera pas animée parce qu'on ne peut pas l'animer, mais je pourrais vous donner où on retrouve ça. Alors en fait, c'est le cyberespace, et donc en 84, on écrit ça. C'est une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions d'opérateurs, une représentation graphique de données, des traits de lumière dans non-espace de l'esprit, etc., etc. C'est-à-dire que c'est des données extraites de toutes les mémoires de tous les ordinateurs du système humain, une complexité impensable. Ça, ce sont quasi les premières lignes du bouquin. Et donc, en 84, naît Internet, et dans la littérature, on a déjà des éléments qui préfigurent ce qui arrive derrière. Et en même temps, dans la réalité de ce qui se joue, TCP/IP, c'est ce qu'on utilise toujours. C'est quand même une belle réussite de l'humanité, quand même, parce que c'est quand même un langage commun. Où que vous soyez dans le monde, vous ouvrez votre machine et tout se passe sans problème. Donc il y a tous ces éléments-là naissent finalement d'une alliance, d'une quête et de besoins qui sont issus aussi de besoins locaux, politiques et de ces temps-là, et qui donnent naissance à énormément d'éléments
qui font le numérique d'aujourd'hui. Alors, on a prévu de faire une petite pause à cet endroit-là. Alors, petite question dans le chat. N'est-ce pas utopique de vouloir concevoir un espace numérique horizontal? Est-ce vraiment possible? Et si oui, avez-vous un exemple ou des exemples? Excusez-moi, j'ai pas entendu. N'est-ce pas utopique? En fait, je viens d'avoir un message qui me dit que ça marche pas. C'est pour ça. Qu'est-ce qui ne marche pas? On ne voit pas. En fait, il y a certains voient, mais j'ai eu un message. Alors peut-être rafraîchir le navigateur. Normalement, ça devrait corriger le problème. Donc du coup, la question du chat, apparemment le chat dit qu'on te voit bien. Donc, ouais, d'accord. Pour ceux qui ont un problème, rafraîchissez éventuellement le navigateur, sinon après, bon, c'est pas non plus trop grave. N'est-ce pas utopique de vouloir concevoir un espace numérique horizontal? Est-ce vraiment possible? Si oui, avez-vous un exemple ou des exemples? Ouais, il y en a eu. Je vais prendre un exemple. On parlait tout à l'heure. C'est pas utopique. C'était une utopie, mais c'est pas utopique. C'est-à-dire que ça aurait pu continuer comme ça. C'est-à-dire que les débuts du web, quand Tim Berners-Lee et Roger Caillot font le démarrage du web, ils imaginent aussi un web qui est acentré et symétrique. On va chercher les données, chacun peut être... on est dans quelque chose qui est sur le logique un peu du pair à pair. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand le web bascule dans les raies du MIT, d'une volonté dans le marchandiser tout ça, on recrée des plateformes, et ces plateformes recréent des centres. Et j'y viendrai tout à l'heure, mais il y a eu diverses expérimentations. L'IP multicast et le réseau MBON, dont je vous parlerai tout à l'heure, à la fin des années 90, fonctionnait sur cette logique-là. Donc on peut très bien imaginer, sauf que les intérêts, en particulier les intérêts de surveillance commerciaux, économiques, n'ont pas intérêt à ce que chacun d'entre nous ayons la possibilité d'utiliser le réseau comme on le souhaite. Il est plus intéressant d'avoir une plateforme par laquelle tout le monde passe, parce qu'on peut déjà faire de l'argent, on peut récupérer des traces, etc., que de considérer je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est plus intéressant de faire ça. Et je vous invite à lire quelqu'un qui s'appelle Olivier Aubert, son livre s'appelle Anopticon, et il a conçu ce qu'il a appelé le générateur poétique. J'en parlais tout à l'heure avec Valentin. Donc le générateur poétique reprend cette idée-là, de quelque chose, d'une création qui est horizontale, acentrée, où chaque acteur a la capacité de produire quelque chose qui se matérialise aux yeux de tous, mais sans organisation centralisée. Et donc, je vous invite à lire son bouquin, et puis vous pouvez connecter sur le Poetic Generator sur le web, et vous trouverez tous les éléments sur cette question-là. Donc, c'est faisable. Après, est-ce que c'est compatible avec le monde tel qu'il est aujourd'hui? Ça, c'est une autre affaire. Souvenez-vous aussi, dans les systèmes acentrés, souvenez-vous des affaires autour de... les affaires autour du procès Metallica au début des années 2000, l'échange peer-to-peer de musique. Le nom m'échappe. C'est tellement évident que le nom m'échappe. Donc, en gros, il y a eu encore des expérimentations de peer-to-peer, de trucs acentrés, etc., mais vous voyez que c'est jamais simple dans un monde où on a une volonté de recentraliser de façon à faire du profit. C'était Napster? Napster, ouais. Napster. Je vois que quelqu'un tape dans le chat. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut continuer la présentation si ça te convient, Samuel, et puis les questions, on les prendra à la volée au prochain checkpoint. D'accord. Alors, donc ça, on est donc en 84. On a déjà un petit peu passé le cadre, mais on va revenir un petit peu en arrière pour remettre le doigt sur une deuxième contre-culture. Voilà, c'est intéressant, les contre-cultures. La deuxième contre-culture, c'est... alors, je regarde juste, c'est où j'en suis. La deuxième contre-culture qui nous intéresse dans le cadre du numérique, c'est la contre-culture punk. La contre-culture punk est intéressante parce qu'elle met en avant quelque chose aussi qui est promu dans beaucoup de notre culture du moment, c'est le do-it-yourself. Le punk naît dans les années 70, à peu près, donc après la fin du mouvement hippie, finalement. Et en fait, le punk prône l'idée, je veux faire de la musique, je fais de la musique. Je n'ai pas besoin de passer pour un conservatoire, je n'ai pas besoin d'avoir des diplômes, je n'ai pas besoin d'être un virtuose de la musique. J'ai envie de faire de la musique, j'achète une guitare, je vole un ampli, je branche tout ça et j'y vais. Il suffit d'écouter un disque des Ramones pour vous en convaincre. Hein, vous savez qu'ils savent
manifestement, ils savent pas jouer, mais globalement, ça le fait. Donc, en fait, l'idée du punk, c'est si je veux faire quelque chose, je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de le faire. Donc, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre de l'émancipation, qu'il y avait déjà auparavant. Mais donc, en fait, ils promeuvent cette idée que tout le monde peut être créateur, tout le monde peut maîtriser quelque chose, la chaîne de production, tout le monde peut maîtriser, je veux faire un disque, je le fais, je veux faire un fanzine, je fais un fanzine. Je veux produire, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les punks sont les écologistes radicaux. La fin du mouvement punk et ceux qui continuent à aller dans cette mouvement-là sont des écologistes radicaux. Donc c'est cette idée qu'on puisse s'approprier le monde autrement. Et donc en fait le punk est intéressant parce que il amène dans le paysage cette idée de l'autonomie, l'idée du do it yourself, c'est-à-dire cette capacité donnée à chacun, la capacitation donnée à chacun. Si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Et ça nous intéresse à un autre titre, c'est que le code va être influencé par ça. Le code va être influencé par ça, et en particulier sous l'influence d'un gars qui s'appelle Richard Stallman, que vous connaissez tous certainement, donc qui est un programmeur MIT. Donc au tout début des années 80, ce qui est intéressant à rappeler, c'est que déjà les grosses boîtes de l'informatique vendaient leurs logiciels. C'est-à-dire qu'il y a déjà une économie du numérique, une économie de l'informatique, il y a déjà des gros logiciels propriétaires, et donc les systèmes d'exploitation qui sont propriétaires, des suites de logiciels qui sont propriétaires. Et donc, Stallman code un système d'exploitation alternatif et met en place avec un juriste qui s'appelle Doris Lessig une licence qui est la GPL. Et cette licence GPL, il va la qualifier de hack juridique. C'est-à-dire cette licence GPL, elle inscrit elle-même dans son texte, je peux faire un truc si je le veux. Si je le veux, je peux changer le code, je peux me réapproprier le code, et le code est ouvert, et si je veux me l'approprier, je le peux. C'est inscrit dedans. Et donc, on a quelque chose du do-it-yourself dans le code lui-même. Et ce mouvement, donc en fait, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est qu'on a deux contre-cultures, il y a aussi des mouvements alternatifs qui naissent, et le monde, encore une fois, dans lequel nous baignons aujourd'hui, est un héritage de ça. Et donc quand on prône cette idée qu'on peut s'approprier, c'est l'idée aussi de ce qui va libérer le code, des logiciels libres, cette idée de l'émancipation de l'individu dans le codage et par le codage aussi. Il y a énormément de choses qui émergent à ce moment-là et que on peut relier aussi culturellement à des mouvements qui ont traversé finalement ces décennies-là et qui se matérialisent sous cette forme-là, en particulier dans la licence GPL. Et donc si on continue notre petite histoire, comme je vous le disais tout à l'heure, en 84, c'est la naissance d'Internet. 84, beaucoup n'étaient pas nés. 84, c'est pas si loin que ça, malgré tout. Hein, c'est pas énorme comme temps. C'est là qu'il est intéressant de regarder. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une technique si jeune bouleverse radicalement le monde. On y reviendra tout à l'heure avec d'autres dates. Mais vous voyez que la naissance d'Internet est quand même suffisamment récente et elle va marquer considérablement la suite des événements. Ce qui est intéressant, c'est de faire une petite pause aussi. C'est que là, on parle de l'histoire du côte ouest, côté qui nous concerne, de l'autre côté du mur. Et en fait, il y a une histoire de l'Internet russophone. Et celle-là, elle est marrante aussi et passionnante aussi. Et en fait, cette histoire, elle est méconnue, mais elle date d'avant la fin de l'Union soviétique. Et comment ça émerge? C'est pareil dans les débuts des années 80, pour plein de raisons. Il y a besoin que des scientifiques russes se mettent à communiquer avec des scientifiques de l'Ouest. Et donc, il y a un certain nombre de tractations diplomatiques. Il arrive que l'URSS est OK, on installe une machine qui va être un ordinateur, une ligne téléphone qui va être dans le lieu le plus sécurisé certainement de l'URSS. Ça doit être le centre de recherche nucléaire qui est basé à Moscou, donc le machin autour duquel il doit y avoir quelques bataillons d'armée qui le protègent. Et donc on va installer là, et ce chercheur qui est un biologiste va commencer à communiquer avec les chercheurs de l'Ouest. Donc ça va se passer. Et comme dans Le Seigneur des Anneaux, ce qui ne devait pas être oublié fut oublié. Et donc cette machine est oubliée, mais le gars en question va continuer à y aller. Et
vous savez qu'à la fin de la chute de l'URSS, au début des années 90, se passe... Donc en fait, là, simplement pour dire, on a sous le mur, sous le rideau de fer, on a un tunnel numérique entre l'Est et l'Ouest qui permet à un certain nombre d'informations de circuler. Alors pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que dans l'abondance des choses de numérique et d'informatique à l'Ouest et dans la parcimonie d'informatique à l'Est, il y a aussi quelque chose qui est structurel et qui est intéressant, c'est-à-dire que dans le peu va naître on va former, les Russes vont être formés à l'informatique et il y a une habitude de formation à l'informatique des Russes qui est assez remarquable. Et ils sont formés, et on en a pour preuve la mission qui a demandé, à un moment donné, on a fait, si vous vous souvenez, il y a une mission spatiale où des astronautes russes rencontrent des astronautes américains en orbite. Il faut que les deux capsules s'arriment. Alors il y a déjà le problème de l'arrimage. Il faut que ce soit le même sas. Et en fait, quand il a fallu calculer les trajectoires de ces machins-là, avec les pauvres machines russes, il fallait quelques minutes. Avec les grosses machines américaines, il fallait plusieurs jours pour calculer les trajectoires. Donc c'est pour dire que le peut amener à des choses intéressantes. Ça permet d'être astucieux et faire remonter ce qui est de l'ordre de l'intelligence humaine. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette machine est oubliée. Et au moment du putsch de 90, début 90, toutes les images qu'on a eues de ce qui passait là, sont passés par cette machine. Donc en fait, les mecs, il y a des enregistrements, il y a des textes, ils savent très bien qu'ils risquent gros en faisant passer ça. Mais c'est possible que cette machine-là ait aussi changé la face du monde. C'est-à-dire que peut-être que les choses se seraient passées, alors on est avec des scies, on scie du bois, comme on dit, mais ce qui est intéressant par contre à observer, c'est que cette machine a permis de faire transférer une information qu'on n'aurait peut-être pas eue. Et donc, l'information au niveau du monde a peut-être influé aussi sur un certain nombre de décisions, un certain nombre de choix diplomatiques. Et donc, vous voyez qu'une machine qui n'aurait jamais dû être oubliée, qui a été oubliée, a permis finalement à un régime de changer, à des changements politiques radicaux au niveau du RSS. Et de cette machine-là va naître ce que va devenir le RUNET, donc le réseau, l'Internet russe, qui s'appelle le RUNET. Il va naître de cette machine-là. Et donc, ils vont également de cette machine-là et de ses successeurs, va naître aussi le moteur de recherche. En Russie, Google n'est pas très utilisé, c'est plutôt un moteur de recherche qui s'appelle Yandex, Yet Another Index. Pourquoi ? Parce que Google, à l'époque où ses équivalents n'étaient pas très costauds pour traiter le russe. Donc Yandex va faire sa place. Et ce qui est intéressant aussi dans cette logique-là, c'est que en Russie, vous n'avez pas un ou deux fournisseurs d'accès. Cette idée que du peu va naître tout un tas d'émergences qui va faire que en Russie, vous pouvez avoir des milliers de fournisseurs d'accès à Internet. C'est-à-dire c'est une idée non pas du grand réseau qui va relier tout le monde, mais plutôt de l'émergence deleuzienne, si vous voulez, des petites pousses d'herbe qui vont pousser à droite à gauche et promues et poussées aussi par le fait que les individus qui sont là-bas sont plutôt bien formés. Et qui a une conséquence aussi, c'est que plutôt bien formé va donner aussi des individus qui vont se lancer dans la cybercriminalité et dont on parle souvent ces temps-ci. D'ailleurs, j'ai travaillé longtemps avec un enseignant bulgare dans une de mes vies antérieures. Il enseignait aux étudiants comment faire des virus et des petites cochonneries qu'on peut diffuser sur le réseau. Donc c'était assez marrant. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une autre histoire. Les choses vont s'uniformiser, pas complètement, mais vont s'uniformiser quand une dorsale va être tirée entre l'Europe et l'Asie et qui va réuniformiser et réunifier tout ça. De cette logique-là, après, il y a aussi des régimes politiques en cours, mais de cette logique-là, en Russie, vous ne pouvez pas implanter un service si les données des Russes ne sont pas en Russie. Donc, ce qui explique que LinkedIn, par exemple, n'est pas en Russie. Parce que LinkedIn refuse que les données des Russes soient logées en Russie. Donc en fait, il y a une logique diverse. Il y a aussi cette idée d'être indépendant. Après, il y a le régime en question, mais ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui fait que, au dehors de la langue, au dehors des régimes en question, il y a une histoire qui rend une porosité, qui rend des actions, qui crée une porosité avec la réalité de ce qui se joue aujourd'hui. Donc ça, c'est juste la petite parenthèse pour montrer qu'Internet n'est pas que le résultat, même si beaucoup de choses ont été mises en place là-bas. Et juste pour savoir, les premiers noms de domaine, la Russie avait des noms de domaine en .ru bien avant les premiers noms de domaine qu'on a eus dans le régime général. Parce qu'ils avaient tout le système était déjà prêt. Donc dans les petites choses après qui nous intéressent,
peu de temps après, 92, le web tel qu'on le connaît. Alors, il faut savoir que le nom de web date de 83. Il a été déposé en 83 et il remonte aux recherches des années 60. Souvenez-vous, ce que je vous ai montré, Doug Engelbart nous fait les démonstrations de l'hypertexte. Donc en fait, et là je vous invite vraiment à lire le bouquin de Quentin Jardon, Alexandria. C'est passionnant, ça se lit comme un roman. L'histoire de Roger Caillot, parce qu'on parle toujours de Tim Berners-Lee, mais ils sont deux en fait. Et le Roger Caillot, c'est le deuxième gars qui est à l'origine du web. Et donc en fait, ces deux gars-là mettent en place l'équivalent, mettent en place les rudiments du web. On est au CERN et donc le web devient un lieu d'uniformisation et surtout, ce qui est intéressant à observer, c'est que comme beaucoup d'expériences auparavant, style l'expérience de Louis Pouzin, d'autres choses, le web ne va pas être soutenu. En fait, pourquoi ils partent? Et en gros, quand vous lisez Quentin Jardon, vous voyez que les États-Unis, en particulier le MIT, sont prêts à mettre tout pour pouvoir récupérer le web. Et l'Europe, en particulier, n'y voit pas, n'y croit pas. Et ce qui fait que ça part, en particulier aux États-Unis, c'est parce que l'Europe n'y croit pas. Et que le CERN, qui n'est pas un labo d'info, n'y croit pas non plus. Et donc, ils se battent contre ça. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que Tim Berners-Lee et Roger Caillot, pour pouvoir développer le web, ils utilisent la machine la plus puissante de l'époque. C'est les calculateurs Next de Steve Jobs. Il a la boîte qui monte quand il quitte la première fois, quand il a quitté Apple pour la première fois. Donc, ils utilisent des Next. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir comment tout ça se fait. Et donc, à partir de là, les choses vont se dérouler, va se poser, par exemple, la question de comment on va appeler ce truc-là. Et Roger Caillot propose qu'on l'appelle Loki. Et Loki, c'est le dieu menteur, maléfique du panthéon nordique. Donc, ça sera pas retenu, mais c'est intéressant de voir que, déjà, il y a quelque chose qui est dans l'inconscient des gens, de le nommer finalement du dieu fourbe, du dieu messager et du dieu fourbe en même temps. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, si on revient un peu plus tard, on revient plutôt au 19e siècle, vous avez un gars qui s'appelle Henri David Thoreau qui dit communiquer bien sûr, mais si on n'a rien à se dire. Et donc là, quelque part, dans cette idée-là, se pose aussi cette espèce de vision, il dit, ouais, on va mettre en place quelque chose qui peut-être porte en lui quelque chose qui est de l'ordre, alors pas du maléfique, mais qui va porter en lui quelque chose qui va être à surveiller. Donc à partir de là, il y a le web naît. De cette idée-là naît aussi tout le vocabulaire. Sous la plume d'un journaliste qui s'appelle Howard Rheingold, on invente le mot communauté virtuelle. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on invente communauté virtuelle en référence à la Commune de Paris. Donc il y a quelque chose de l'anarchie dans une idéologie qui circule dans tout cet univers-là. Et si on avance un petit peu, en décembre 93, le web comptait 250 serveurs, son flux représentait 2,5% du trafic sur le réseau, contre 1% en septembre. Le reste était occupé par le mail, le FTP, Gopher, qui a été pendant un temps le concurrent du web. Et donc, vous voyez, c'est 93, c'est quasi rien. Et en 94, pour ceux qui s'en souviennent, naît le premier navigateur en tant que tel, après Mosaic, qui est le Netscape navigateur, qui a été fondateur de pas mal de choses qui nous concernent encore aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des chiffres aujourd'hui à titre d'exemple? Oui. Que ça représente le web? Alors, par rapport au FTP, on va un peu avancer. Tac, 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 tac. J'ai un site qui est marrant. J'ai encore beaucoup de diapos. Hein. Voilà. Ce site-là. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit qu'il fallait que je fasse? Je partage mon écran une fois que j'ai fait ça. Est-ce que je... j'ai pas... Tu es déjà sur le site? Non. Parce que du coup, est-ce qu'il l'a chargé? Non. On revient là. Il n'a pas ouvert de fenêtre. J'ai pas de pointeur en fait. J'ai pas le curseur qui me permet de lancer le lien. Ah ouais, alors du coup, il faut que tu... Il faut que j'ouvre une autre fenêtre. J'ouvre une autre fenêtre et puis et tu fais le partage d'écran. Internet live stat. Hop, c'est ce truc-là. Hop. Voilà. Et je vais donc faire, genre j'ai un ce bidule-là. Et je fais. Alors partage d'écran, c'est où? C'est la petite caméra là. Non, arrêtez de partager la caméra. Ah oui, partage d'écran. Pof.
l'instant, il ne se passe pas grand-chose de notre côté. Peut-être que tu as une autorisation de Firefox qui a dû apparaître en haut à gauche sur le navigateur. Tout en autorisé. Et normalement, est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, ça bouline. Ouais, mais c'est pas le bon. Attends, je partage pas le bon peut-être. Tu partages l'onglet qui indique que merde. s'utilise. Hop. Oui, pas mal. Ici. Hop. Recommence. Et je veux. Ouais, tu le sélectionnes. Tu choisis. Ça, je choisis ça, puis je change. Ouais, c'est ça, ouais. Autoriser. Exact. Et je vais là. Hop. Normalement, ça devrait le faire pour tout le monde. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Donc si vous êtes insomniaque, au lieu de compter des moutons, vous pouvez compter des internautes. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, ça c'est la réalité d'Internet. En fait, on y retrouve le nombre d'utilisateurs dans le monde, le nombre de sites web, le nombre de mails envoyés, c'est par jour, sur 24 heures. Donc on est à 232 milliards de mails envoyés aujourd'hui. De recherches Google, de posts sur un blog, de tweets envoyés, de vidéos postées, vues sur YouTube. Vous voyez, pas mal. Voilà. Ça vous donne une petite idée de smartphones vendus aujourd'hui et de tonnes de carbone émis par Internet aussi. Si on a le temps, on en parlera. Donc voilà. Donc en fait, ce petit site-là est intéressant. Et j'en ai un autre qui est pas mal aussi. Donc du coup, il faut que j'arrête le partage. Il faut juste que je me souvienne du lien. Donc c'est Web Page FX, Internet in Real Time. Celui-là, il est encore plus marrant. fx.com Internet. Pendant que tu fais ta recherche, je peux faire une petite aparté avec le micro sur le site Internet Live Stats. C'est assez étonnant parce qu'on peut voir le nombre de requêtes de Google quotidiennes. Aujourd'hui, on serait à 6 milliards 500 000 et il y aurait eu 4 milliards, quasiment 5 milliards d'usagers d'Internet aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'un utilisateur fait 1,2 recherches Google par jour. C'est assez peu. C'est même énormément peu, je trouve. Ouais, mais c'est en moyenne. Après, sur le temps, ok. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Alors, je partage pas. Partagez votre écran. Sélectionnez. Alors ce site-là, il vous donne l'Internet en temps réel à partir du moment où j'ai envoyé ma requête. Donc là, ça fait 5 secondes. Donc il a été échangé 300 000 gigabytes de données. Sur Facebook, il a été publié ça en 10 secondes. Sur Twitter, à peu près ça sur 10 secondes. LinkedIn, Instagram, Foursquare, Pinterest, on s'en fiche. Tinder, c'est pas mal. WhatsApp, Snapchat. Alors c'est vers le bas qui est pas mal, c'est l'argent dépensé sur Amazon, par exemple, en 30 secondes. Donc nous dépensons sur Amazon, je rappelle. L'argent que Google a gagné en une trentaine de secondes. Donc voilà, donc en fait ces deux sites-là, bon, ils valent ce qu'ils valent, ça donne une idée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que en 84, il y a 1000 ordinateurs connectés. En 93, vous voyez le flux web par rapport au reste, et la réalité d'Internet aujourd'hui et de services particulièrement certains services web, la quantité de données échangées, etc. Ça donne une idée, ça donne des ordres de grandeur qui rappellent finalement le côté astronomique de ce qui se joue là et la puissance des entreprises qui détiennent ça. Voilà. On dépense moins sur Amazon qu'on ne match sur Tinder. Ouais. On dépense assez peu visiblement sur Amazon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir quand il y a le Black Friday, quand il y a toutes les promos. Alors là, le rythme est multiplié par 2, voire par 3. Là, c'est vraiment impressionnant. Les chiffres circulent quand ils feront leur Black Friday, je sais pas quand. C'est intéressant de comparer par rapport entre le régime de croisière et les systèmes un peu tendus, les promos, etc. Et c'est pas les match Tinder, c'est les swipes. Ouais, les swipes. Ça veut dire qu'il y a deux codes. Non. Donc voilà. Hop, je reviens là. J'arrête le partage, Luc. Voilà. Alors. Voilà, on est là.
Alors, je ne sais pas quelle heure il est, on est en train de peut-être manger le chrono là. 21h, il nous reste une demi-heure. Une demi-heure. Donc, tout compris. Donc, je vais peut-être accélérer. Tu peux continuer. Pour l'instant, le chat n'a pas encore posé trop de questions, donc il n'y a pas de... Tu peux y aller. S'il y a des questions, on les posera au fil de... D'accord. Donc, une expérience intéressante de web de réseau accentré, c'est l'expérience qui a été menée, qui s'appelle l'expérience M-Bone, qui a été, pareil, c'est une expérience de communication symétrique et accentrée. C'est un protocole multicast, mais il m'a traduit en multicarte. Et donc, en fait, il a pourquoi, et ce truc-là n'a pas fonctionné, parce qu'il aurait très bien pu fonctionner. Et c'est justement Olivier Aubert qui en parle dans son bouquin. Et donc, c'est typiquement réutilisé. On est dans la fin des années 90, donc le web a commencé déjà à prendre de la place. Et en fait, il n'a pas fonctionné. Et il reste une page, là, je vous ai mis une copie à droite, et il n'y a plus que cette phrase-là. From human minds comes creation of what will be. Et donc en fait sur ipmulticast.com vous trouvez plus que ça, sauf que en fait ça n'a pas vu le jour. Et une des raisons c'est que si il n'y a aucun intérêt économique, politique de pouvoir mettre en place un réseau qui soit accentré et symétrique. C'est-à-dire que le retour des plateformes, le retour des centres avec le web, et là je vous invite à lire ce qu'écrit Von Jacobson de 1995, comment tuer Internet, c'est facile, il suffit d'inventer le web. Et donc en fait, on est déjà dans les années 90 conscient que la tournure que prend le web est finalement quasi antinomique de ce qui a été à l'origine même du web lui-même. Il faut savoir que le web au départ n'est pas ce qu'il est devenu après, et donc est quasi antinomique du chemin qui a été fait depuis les pionniers. Et donc, ce qui est intéressant aussi à ce moment-là, dans les années 90 se passe beaucoup de choses et qui a aussi toujours des liens avec les contre-cultures. Là, je vous ai mis un extrait de la déclaration d'indépendance du cyberespace qui a été faite par le fondateur de l'Electronic Frontier Foundation. Et ce créateur de l'Electronic Frontier Foundation, c'est John Barlow. Et John Barlow, ce qui est intéressant à mentionner, c'est que c'est le parolier d'un groupe phare, un groupe culte des années 60 qui est le Grateful Dead. Donc John Barlow est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, il y a plusieurs choses à observer là-dedans. Enfin, à la fois, cette idée de l'ailleurs, donc quand il dit la nouvelle demeure de l'esprit, le cyberespace, vous du passé. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'idée de l'ailleurs et persiste dans l'imaginaire, à la fois dans la façon d'exprimer et la façon de le formaliser. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que voir que ces gens-là sont aussi empreints d'une culture qui vient de la SF. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est de l'ordre de l'être venu d'ailleurs, de beaucoup de films de série B, et on retrouve quelque chose qui détermine aussi ce qui a permis et qui a fortement influencé le numérique, c'est tout l'imaginaire de la SF. J'ai d'ailleurs écrit un article sur le sujet qui montre qu'en fait que tout le numérique, c'est à la fois abreuvé et le numérique a été façonné par la littérature et beaucoup de créations qui viennent de la SF. Donc là, ça, c'est 96 à Davos. Donc John Barlow vient lire la déclaration d'indépendance du cyberespace. Et très vite, le monde va changer. 2001, on classe la naissance du web participatif avec l'arrivée de Wikipédia. 2004, la naissance de Facebook. Au troisième trimestre 2020, Facebook comptait 2,7 milliards d'utilisateurs actifs et 1,8 milliard d'utilisateurs actifs chaque jour. 2007, et là, encore une fois, un changement radical. Steve Jobs présente l'iPhone. Et donc là, le monde change, le monde va changer. En 2020, il y a eu 29 modèles différents d'iPhone. Et en 2018, il a été vendu 2 milliards d'appareils mobiles fonctionnant sous iOS. C'est le premier appareil qui a été vendu plus que la Bible. Donc c'est intéressant de voir, finalement, de voir la vitesse à laquelle ces changements-là se sont... alors, il y a des chiffres que je ne pourrais pas vous citer précisément de tête, mais en gros, il y a un truc que vous pourrez trouver sur le web, c'est combien de temps il a fallu pour qu'un outil atteigne 50 millions d'utilisateurs. Alors, de mémoire, je crois que la télé, doit être 75 ans, et Pokémon Go, c'est 15 jours, un truc comme ça. Donc, en fait, il y a quelque chose, une accélération phénoménale qui se matérialise dans chaque instant de nos vies. Et ça, c'est remarquable. C'est remarquable parce que ça aussi, ça inspire. Alors, pendant longtemps, on a parlé de la douane Moore, on a parlé de ces choses-là. Ça a inspiré des gens. Et en particulier, un gars comme Stewart Brown, dont je vous parlais tout à l'heure, il a monté un projet qui s'appelle l'horloge du long maintenant,
avec des artistes, etc., dans l'idée de redonner de la lenteur à de redonner du temps, redonner de la lenteur, et l'horloge du long maintenant serait une horloge qui serait à la fois mémoire, elle ne sonnerait par exemple que tous les siècles, les aiguilles ne bougeraient que tous les millénaires, en fait c'est l'idée du long temps, et donc pour aussi apporter une réponse à cette idée de l'accélération perpétuelle. Donc vous voyez que encore aujourd'hui, des gens qui ont été à l'origine, comme Stewart Brand, de tout ce qui s'est joué après, parce que Stewart Brand a été un gourou, c'est-à-dire qu'il a créé la revue Wired, des choses comme ça, des choses qui ont fait la culture du numérique. Il a été aussi genre gourou dans diverses boîtes pour faire passer cette idéologie-là. Vous voyez qu'il a encore, ces gens-là sont encore présents sous différentes modalités et dans la modalité d'éventuellement des alternatives, d'une autre vision, une alternative à cette accélération permanente. Et donc là, ça c'est normalement une petite animation. Alors c'est en fait à regarder en lien avec ce que je vous disais de comment William Gibson décrivait le cyberespace, des traits de lumière dans le non-espace. Et en fait, cette animation-là, qui est un GIF, donc là, comme on a tout aplati sur un PDF, on ne le voit pas, on voit sur 24 heures une animation du trafic réel d'Internet sur 24 heures. Et en fait, on y voit des traits de lumière. Et donc en fait, en 84, dans un bouquin Cyberpunk, on décrivait déjà la réalité qu'on matérialise aujourd'hui de ce qu'est le réseau. Et donc pour finir, un petit détour qui me semble essentiel. On parle de numérique, on parle de ces utopies-là, on parle de dématérialisation, on parle finalement d'un espace virtuel qui n'a rien de virtuel. Il faut rappeler aussi que toute cette course-là a un coût. Et ce coût, il est écologique, il est environnemental. Le numérique, c'est 50 millions de tonnes de déchets électroniques par an, soit l'équivalent du poids de tous les avions de ligne jamais produits depuis l'origine de l'aéronautique. Donc on produit ça, de non recyclés, et on prévoit, à l'horizon 2050, 120 millions de tonnes par an de déchets électroniques. Il y a ça, ce poids-là, ce coût-là. Il faut se rappeler qu'un ordinateur, comme on l'a devant moi, c'est 1,7 tonnes de matière première, et sur ces 1,7 tonnes, c'est 1,5 tonnes d'eau. Et dans votre machine, il y a plus en densité d'or que dans le minerai d'or lui-même. Donc votre machine, il y a plutôt intérêt à ne pas l'acheter, plutôt envisager des recyclages. Ce qui est intéressant aussi, c'est le coût en termes d'impact climatique. Consulter une page web, c'est 2 grammes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et 3 centilitres d'eau de consommer. Et donc, ce qui fait, si on fait le total, une estimation, c'est ce que je vous ai mis là, 108 millions de tonnes de gaz à effet de serre et 8,7 milliards de mètres cubes d'eau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a de plus en plus de ces outils tactiles, tablettes et autres. Ça demande des terres rares qui sont extrêmement sales dans leur extraction. Pour raffiner 1 tonne de terres rares, il faut 250 mètres cubes d'eau. Donc on a une consommation à la fois d'eau et une pollution qui est terrifiante. Il suffit d'aller voir tous les reportages, à la fois dans la façon dont les choses sont faites et puis dans la façon dont on exploite les populations pour l'extraction de ces machins-là. Donc il y a aussi cette réflexion-là à avoir de cette course permanente à la puissance, à la multiplication. Il y a une réflexion à avoir sur quel sens ça a et quel est l'impact que ça a sur la vie, sur la vie de manière générale, le vivant de manière générale. Et puis ce qui est important aussi sur lequel il faut mettre le doigt, c'est toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'on en parle tous les jours, aussi bien en termes d'information, en termes de pollution, en termes de surveillance, en termes de production de données. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui tout un tas d'enjeux à relever, de défis à relever, qui sont matérialisés là dans ces quelques mots-clés, mais qui sont complètement simplificateurs de la réalité. Mais ça suppose qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur quel sens nous donnons à ce déploiement du numérique et en quoi il peut, quand on le déploie, en quoi il répond à un pourquoi. C'est-à-dire quel sens on peut donner à tout ça. Et la question qu'il faut se poser, c'est et que je garde toujours, je fais toujours tendance à finir par ça, c'est que chaque époque rêve la suivante, mais il faut juste veiller que le rêve de l'une ne devienne pas le cauchemar quotidien d'une autre. Parce que nous y propulsons de plus en plus rapidement. Et pour finir rapidement, ce rapport à l'humain, parce que là on parlait du rapport à l'humain, c'est que deviens-je dans ce que j'appelle les subjectivités computationnelles, c'est que deviens-je, alors mince on voit pas bien,
Et que devenons-nous quand on installe de plus en plus de nos décisions à l'intérieur des machines? Que devenons-nous en tant qu'humains quand on supprime la place de l'humain pour le remplacer par des machines? Et j'en veux pour preuve des textes, encore une fois, il suffit de lire la nouvelle de Ray Bradbury où un individu est poursuivi par une voiture de police et en fait, il n'y a pas de chauffeur dans la voiture de police. Et c'est raconté par un gars qui a bien influencé les cultures numériques, qui est Philippe Cadic. Et dans une de ses conférences qu'il a faites à Metz, d'ailleurs, Philippe Cadic n'est pas sorti de chez lui de toute sa vie, sauf une fois, pour venir à Metz en 1977. Et il fait une conférence que personne ne comprend trop, et il explique en gros qu'il prend cette narration-là et il dit, voilà, en fait, mon problème, c'est pas que la voiture n'ait pas de chauffeur. Mon problème, c'est que la place soit vide. Et si on supprime l'humain pour le remplacer par une machine, on revient jamais en arrière. Alors lui, quand il a fait sa conférence, il dit, en fait, dans Los Angeles, la voiture, si elle se gare, qu'il n'y a pas de policiers, c'est des quartiers un peu mal famés, les gens qui vont venir, les jeunes, etc., ils vont prendre la voiture, ils vont la désosser, ils vont aller la vendre. Donc en fait, il croit en l'imprévisibilité de l'humain. Et donc, ce qui lui défend, c'est que par rapport à tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est pas la question de la machine. C'est pas la question de savoir si les machines vont nous remplacer ou les intelligences artificielles, même si on prend tout ce mot-là avec toutes les guillemets qu'il faut. C'est qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que la question n'est pas plutôt de ne pas, c'est la responsabilité de l'humain de confier aux machines ce qui relève de sa propre responsabilité. Et est-ce que la question n'est pas de nous-mêmes, de quels sont nos agissements? Est-ce que c'est pas le problème de la machine ou nous-mêmes de nous comporter comme des machines? Et donc, il pose toutes ces questions-là qui sont centrales aujourd'hui et qui, finalement, vous voyez, dans toute l'histoire, ça, c'est des discours qui datent des années 70. Et je vous ai mis derrière une photo du film Blade Runner, donc le premier, qui lui est le seul bon, selon moi. J'assume complètement ma position radicale. Et en fait, dans ce film-là, qui est tiré d'un roman de Cadic, qui est les androïdes reptiles de moutons électriques, pose la question, qui est l'humain là-dedans? Qui est le plus humain? Est-ce que c'est celui qui déclare qu'il est humain ou celui dont on part du postulat qu'il ne l'est pas? Mais quand il la regarde agir, quel est, dans tous les agissements, celui qui est le plus humain, c'est celui qui est considéré comme ne l'étant pas. Donc en fait, la question, c'est toujours qu'est-ce qu'on délègue à nos machines et qu'est-ce qui reste de nous, une fois qu'on a délégué à nos machines une bonne part de ce qui devrait relever de nous-mêmes. Et c'est Chomsky, qui, dans un de ses bouquins qui s'intitule « Quelle sorte de créature sommes-nous ?» Et en fait, la question, c'est celle-ci. Quelle créature devenons-nous quand nous confions à nos béquilles numériques une bonne partie de ce qui fait nos vies? Et là, c'est des questions d'actualité. Ce n'est pas des questions techniques. C'est des questions de... Tant qu'on ne sera pas capable d'affronter ces questions-là, on courra derrière la technique. Elle est faite pour... Le progrès est fait pour finalement toujours se transcender. Mais si on n'est pas capable de se poser ces questions-là, on risque peut-être d'arriver à des situations qui seront délicates. Et donc, comment habiter le futur numérique dans ce monde connecté? C'est la question. C'est la question qui est posée. Et vous voyez que dans toute cette histoire-là, le futur numérique s'est construit au travers d'une histoire. Il a été le lieu de transplantation d'idéologie, d'une vision différente du monde. Il a été le lieu de l'implantation de valeurs, de conception du monde. Et il a été aussi le lieu de l'émancipation, le lieu de l'invention. Mais la question qui est derrière, et comme toujours, pour revenir à Stigler, on a construit des outils, il est à la fois émancipateur, c'est le pharmacos, à la fois émancipateur et destructeur, ça charge à nous de choisir le bon chemin. Et je vais finir avec ce petit poème. Ce petit poème date de 67, et vous verrez que tout y est. C'est un poème d'un des poètes de la contre-culture, justement des contre-cultures hippies, et dans lequel il imagine un monde, une prairie cybernétique où mammifères et ordinateurs vivent ensemble dans une harmonie mutuelle programmée. Il me plaît d'imaginer une forêt cybernétique peuplée d'électronique où le cerf plane au milieu d'ordinateurs. Il me plaît d'imaginer une écologie cybernétique où, libérés de nos labeurs et retournés à la nature auprès de nos frères et sœurs mammifères, nous sommes tous surveillés par des machines d'amour et de grâce. Donc, tout y est. Tout ce qui, aujourd'hui, pose question dans notre monde, tout ce qui, aujourd'hui, nous amène à être vigilants, à faire que les choses doivent être comprises, doivent être analysées, doivent être intégrées et doivent servir une intention, un projet, et non pas
être l'objet de la réalisation, tout y est en fait. Quand il écrit « Nous sommes tous surveillés par des machines d'amour et de grâce », quand vous rentrez dans une ville, on ne vous met pas que la vidéosurveillance est là pour vous surveiller, elle est là pour votre sécurité. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ai mis ma petite bibliographie. Je pense que le diaporama sera peut-être accessible quelque part, donc vous pourrez le télécharger. Et puis, si vous voulez échanger, je vous ai mis 2-3 petits liens, si vous voulez retrouver 2-3 choses que j'ai écrites sur le sujet. Je vous remercie. Merci Samuel. Alors, je vois que dans le chat, il y a des internautes qui savent faire à écrire, donc peut-être qu'on va voir des questions à venir. Moi, j'en avais une, Samuel, tu parlais de l'esprit punk dans la création de l'Internet et du web. C'est vrai qu'on parle souvent des communautés hippies comme le berceau de l'Internet, et finalement, ça fait sens aussi de parler des punks, et j'ignorais cette partie assez importante culturelle de l'Internet. Et tu disais que le punk aujourd'hui, c'est l'activiste écologique. Comment est-ce qu'il existe aujourd'hui comment est-ce qu'elle a incarné la contre-culture dans le web de 2020? C'est l'activiste écologique, c'est autre chose? Comment est-ce qu'on fait pour être... Ça, c'est difficile. Alors là, quand je parle, ce qui est intéressant, c'est qu'une bonne partie de la lutte aujourd'hui, alors il y a la contre-culture, elle est implantée déjà dans certains labos, c'est-à-dire que quand on imagine une autre forme d'informatique, c'est-à-dire qu'on essaie d'inventer une informatique plus sobre, qu'on essaie de penser finalement des usages qui remettent du sens et où on n'est pas en train de développer pour développer, il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire qu'on essaie de faire quelque chose de ça. Alors ça, c'est moi qui le dis, mais quand je disais que les punks étaient les restes, ceux qui sont encore dans cette idéologie sont devenus des activistes écologiques radicaux, c'est qu'en fait, ils n'ont pas... C'est une connexion que je fais moi idéologique, c'est-à-dire qu'en gros, quand je dis ce qui est de l'ordre du do-it-yourself, qu'à un moment donné, cette idée et qu'émerge à ce moment-là l'idée qu'on puisse faire autrement dans la volonté donnée, la possibilité donnée à l'individu de le faire par lui-même, ça relève de ce temps-là. Donc j'en fais une connexion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, c'est la radicalité qui était de cet ordre-là. Aujourd'hui, elle n'est peut-être pas dans les outils, elle a migré vers le rapport qu'on entretient avec le vivant, avec l'endroit où on vit, avec les autres, avec le rapport finalement à l'espace dans lequel on vit. Et je pense que les combats, ce qui a mené l'émergence du numérique, cette quête d'un ailleurs qui amène le numérique, c'est un temps. Aujourd'hui, la question pour nous, elle n'est pas là. La question aujourd'hui, c'est est-ce que le monde dans lequel on vit sera capable de nous accueillir dans les 10, 20 ans, 15 ans qui arrivent. Donc s'il y a une émergence contre-culturelle, elle affronte le défi là. Il y a une question dans le chat, je vais la poser, de le lièvre. Tu disais, il faut aller au-delà de ça, mais en même temps, il y a une idée de lutte, c'est assez compliqué, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque pour en sortir, il faut accepter que l'Internet pollue énormément, consomme énormément de ressources, donc exploite aussi, ça va de pair avec et comment exister dedans avec cette contradiction quand on est dans la contre-culture? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que c'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que je pense qu'on peut. Il y a des gens qui écrivent sur le sujet. Si vous prenez par exemple le dernier bouquin de Rob Hopkins, Et si, il imagine. L'idée c'est pas de balayer. Alors je vais essayer d'être à peu près clair dans mon histoire. C'est que l'idée c'est pas. Il y a un président qui a parlé en même temps que moi qui dit on va revenir à la lampe à huile, parce qu'on refuse la 5G. La question c'est pas ça. C'est est-ce qu'on peut continuer sur ce modèle-là? Est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer d'imaginer des architectures, des organisations, non pas pour le supprimer, mais pour se doter d'un outil qui corresponde à la réalité de nos besoins, et non pas aux besoins de certaines grosses entreprises qui se servent sur nos propres usages. C'est là, à mon avis, qu'il y a une vraie contre-culture à émerger, c'est-à-dire c'est un modèle de société. Le modèle de société que je défends, il n'est pas de balayer le numérique, au contraire, moi j'ai connu l'avant et l'après, c'est un outil formidable. Mais redonnons au numérique une place qui correspond à la réalité des besoins et pas la réalité des besoins des entreprises qui ont une vocation hégémonique et faire le maximum de... Et donc là, il y a un vrai travail contre-culturel.
Vous voyez, c'est pas si évident. Dire la 5G, il y a une réflexion à avoir, un moratoire. Dire que il faut peut-être imaginer une informatique moins gourmande. Est-ce qu'on a besoin de stocker toutes ces données-là? Est-ce qu'on a besoin de produire, de courir derrière la dernière version de ces machins-là? Donc c'est là qu'il y a quelque chose de contre-culturel qu'il est peut-être intéressant, que moi je sers un petit peu dans mes discours, mais qui est à mon avis avant tout, quelle société voulons-nous avec le numérique? Et là on remet du politique, parce que le numérique est politique. Et donc là, à mon avis, il y a quelque chose de fort à jouer rapidement. Est-ce que tu le vois émerger justement? Est-ce qu'il y a des indices qui te laissent le croire? Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Alors, ils ne sont pas majoritaires, mais il y a quand même beaucoup de gens qui posent ces questions-là. Il y a des associations, il y a des collectifs. Si vous lisez le livre qu'ont écrit Yael Benayoun et puis Irène Regnault, qui est Technologie partout, démocratie nulle part, qui est sorti en même temps que le mien. Et en fait, c'est des gens qui travaillent, c'est leur association et le Mouton électrique qui travaillent sur ces questions-là. Il y a beaucoup de collectifs qui travaillent sur ces questions-là aussi. C'est pas majoritaire, mais vous avez bien vu que on n'a pas forcément besoin d'un mouvement d'ensemble. On a juste besoin de montrer que c'est faisable autrement. Alors, je vais te poser une question du chat de Lelièvre. Quelle place de l'enseignant face à la pédagogie numérique? Quelle valeur semble essentielle? Quelle articulation pertinente machine-humain-enseignant? C'est Bruno. Salut Bruno. Bruno Lelièvre. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qui me semble pertinent? C'est, pour moi, remettre la machine à sa place. C'est-à-dire, ce qu'on a tendance à... Alors, je vais peut-être dire d'enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment... c'est pas Bruno? Alors, c'est pas Bruno. En fait, évidemment, le numérique est présent dans les apprentissages, dans l'enseignement, etc. Mais la question, c'est, est-ce que c'est lui qui doit occuper la place ou est-ce qu'il doit servir une intention? Est-ce que le numérique est la réponse à une intention pédagogique? Où se place? Et donc, il y a une vraie nécessité à prendre conscience de la place que doit occuper le numérique. On a tendance à considérer que le numérique est la réponse. Vous avez vu, on est confiné, vous êtes tranquille, tout va bien, vous avez des systèmes de visioconférence, tout est réglé. Vous voyez, on voit très bien que rien n'est réglé. On crée les conditions d'une connexion, mais c'est tout. Donc en fait, il y a une nécessité pour les enseignants et les étudiants, parce que on ne peut pas les dissocier, de se poser la question, et en particulier l'enseignant, parce que c'est lui qui conçoit le dispositif, c'est où se situe le numérique et où se situe la machine et pourquoi. C'est pas parce que sinon on rentre dans l'occupationnel, on rentre dans le solutionnisme technologique, on rentre dans quelque chose qui fait bah ouais, je vais mettre une tablette et tout se passera. C'est comme on va faire du travail collaboratif, on met des étudiants autour d'une table, ils vont collaborer. Non, il se passera peut-être des choses, mais peut-être pas. Donc l'idée, c'est toujours se poser la question en quoi le numérique peut avoir un intérêt, servir mes objectifs pédagogiques, accompagner les activités en vue de l'atteinte d'objectifs. S'il n'est pas pertinent, il n'est pas là. Mais il faut pas pour autant, et puis aussi il faut se lutter, et il faut qu'il soit là aussi. Quand on l'utilise, il doit être aussi le moyen de travailler les compétences transversales. C'est-à-dire que certains, à un moment donné, prônaient l'idée les outils, les téléphones doivent sortir. On n'en veut pas. Certains, à l'université, ne veulent pas d'ordinateur dans leur amphi. La question, c'est plutôt de se dire, il est là. En quoi aussi je peux l'exploiter à d'autres fins? C'est peut-être l'occasion d'élever les compétences numériques et poser des questions qui sont importantes sur l'usage, sur les données, sur l'identité numérique. Enfin, les sujets ne manquent pas. Donc c'est vraiment l'utiliser à bon escient à des fins-là et donc l'installer comme un acteur, mais pas lui donner la première place. C'est moi qui rajoute, c'est ma question. Toi, en tant qu'enseignant, comment tu vis justement ces confinements successifs que l'on vit en 2020? Ton point de vue d'enseignant là-dessus, justement, comment tu peux articuler cette question de la place du numérique dans l'enseignement alors que nous sommes forcés d'être à distance et donc forcés quelque part d'utiliser, de passer exclusivement ou quasi exclusivement par ce médium? Je le vis mal. Parce qu'en fait, on est contraint de travailler à distance dans des conditions qui ne permettent pas forcément le travail à distance. C'est-à-dire qu'on sait que le travail à distance demande à la fois des outils, une disponibilité, pouvoir être dans des conditions. Et ça peut pas être la seule réponse. C'est-à-dire que quand on parlait des formations à distance, les gens, quand ils leur demandaient, on faisait un retour sur la formation à distance, c'est qu'est-ce qu'ils retenaient? C'est le moment où ils avaient vu les autres.
C'est le moment du regroupement, parce qu'on a vu les autres, on a échangé, il y a eu le côté humain. Et donc là, aujourd'hui, évidemment, l'outil numérique nous amène à pouvoir continuer à garder contact. Mais du point de vue pédagogique, on n'est pas dans les bonnes conditions, on crée aussi un éloignement, et les étudiants ne sont pas là pour ça, n'ont pas été non plus, ne sont pas venus pour ça. On se retrouve donc tous les uns isolés, tout en étant connectés, mais malgré tout isolés, sans pouvoir, parce que l'acte d'enseignement est un acte social, et il manque quelque chose malgré tout au travers de ces outils-là. Il manque ce qui fait que l'enseignement passe par plein d'autres choses, et moi je le vis assez mal, parce que ce semestre aussi j'ai quasi fait que de l'enseignement à distance, le premier confinement aussi. Je le vis assez mal parce que déjà je vois mes étudiants qui ne sont pas toujours en forme, il y en a certains qui dépriment, il y en a certains qui tournent en rond dans leur CTU, etc. Malgré tous les outils. Et la deuxième chose, c'est que, encore une fois, on est dans le solutionnisme technologique. On aurait pu faire autre chose, on aurait pu faire autrement. On aurait pu imaginer, on sait faire à l'université, on sait réduire la taille des promos, on aurait pu organiser des systèmes pédagogiques qui soient mieux adaptés à ce à quoi on a vocation à faire, en respectant le côté gestes barrières, sécurité sanitaire, etc. On aurait pu, et là, on a dit, la réponse, c'est la technique. Et quand on fait la réponse, c'est la technique, on va dans le mur de toute façon. Vébelet dans le chat dit pas seulement pour l'enseignant concernant la déprime des étudiants dont tu parlais, donc j'imagine que Vébelet est également enseignant et du mal à vivre cette période. Et Walid pose la question, selon vous, qu'est-il possible de faire à un niveau individuel et politique pour réduire les déchets, émissions carbone et pour revenir à un Internet plus humain, libéré des puissances financières? Déjà, essayer de limiter notre propre consommation des grosses plateformes. Alors, je sais que des fois, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, mais tu as par exemple, là, pendant le confinement, Netflix a multiplié par 10 son nombre d'abonnés. C'est énorme. Donc déjà ça. Deuxième chose, c'est se poser toujours la question de est-ce qu'il n'y a pas une alternative qui n'est pas numérique ou qui n'est pas Google ou qui n'est pas je ne sais quoi. Par exemple, quand tout le monde a une adresse Gmail, elle est gratuite. Mais on paye un prix qui est autrement plus exorbitant que si on se payait un service mail. Donc déjà, il y a ça aussi. Peut-être 40 € que je mettrais sur la table pour m'acheter un compte mail, je le paye, je décide de donner 40 € par an pour ça, mais alors que mon compte Gmail, je le paye, mais autrement. Donc c'est aussi ça, c'est essayer de privilégier une alternative quand elle se présente. Et puis après, c'est dans ses propres usages. C'est-à-dire que est-ce que c'est con, hein, mais ça peut être complètement trivial comme affaire, mais combien de fois vous recevez un mail du mec du bureau d'à côté? Combien de fois vous recevez à la liste globale des conneries et un email, c'est l'équivalent énergétique de faire bouillir 1 millilitre d'eau. Et donc, c'est toutes ces petites actions-là. Alors, évidemment, c'est toujours... on a l'impression qu'on fait rien, mais si, on fait chacun, et chacun peut être porteur du message des changements des pratiques individuelles. Et si je ne vais pas chez Amazon, je ne vais pas chez Amazon. Et j'ai pas forcément besoin d'avoir un truc immédiatement. J'ai pas forcément besoin de tout ce qu'ils proposent. Donc il y a vraiment à avoir une espèce de discipline, et c'est pas se priver de vivre, hein, c'est pas non plus vivre en ascète et revenir à l'âge de pierre, c'est simplement se dire est-ce que cet usage-là est justifié et pourquoi je le fais. Déjà ça. Et se regarder honnêtement, après dire ok je le fais, mais se regarder honnêtement dans le pourquoi, dans la réponse qu'on se donne. T'as raison, parce entre le fait de ne pas savoir qu'il y a des solutions alternatives et le fait de savoir mais de ne pas les appliquer parce qu'il y a une forme de flemme, ouais. il y a besoin vraiment d'éthique et de avoir la foi en soi, de vraiment se faire confiance et utiliser des outils assez différents. On va prendre la dernière question qui est de Le Lièvre, qui est une question / réflexion. J'ai entendu une réflexion sur l'idée que le confinement est le prolongement logique de l'histoire de l'humanité, de cueilleurs-chasseurs à nomades, à sédentaires, à urbains, à isolés chez soi. Avait-on pensé à cela dans l'histoire du numérique ? Je ne sais pas si ça a été pensé, mais en fait, cette question-là arrive très tôt. En fait, si vous regardez, il y a la patronne d'une grosse boîte américaine du numérique
qui a déclaré, alors l'année dernière, ou je sais plus quand, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une grosse boîte qui fait des parkings automatiques, enfin du système de parking. Elle a dit en fait le problème c'est l'humain. Donc en fait le problème c'est l'humain. C'est-à-dire que donc l'humain en le confinant, c'est-à-dire quand on l'enferme et on le contraint à être, et là on rentre dans toutes les belles dystopies qui peuplent nos bibliothèques. C'est-à-dire que ces gens-là prennent conscience que l'humain est le problème. Donc en fait l'humain enfermé devient moins un problème parce qu'il est à la fois modélisé, il laisse suffisamment de traces, il n'est pas turbulent, il est prévisible, et donc en fait, elle affiche clairement ça. Elle le dit. Alors je pourrais plus vous le dire exactement comment c'est dit, mais le problème c'est l'humain. D'ailleurs, les idéologies transhumanisme qui découlent aussi de cette logique-là, le problème c'est l'humain aussi. C'est-à-dire la fragilité, son imprévisibilité, sa faillibilité, et tous ces aspects-là, c'est ce contre quoi toutes ces entreprises-là cherchent à lutter. C'est la faillibilité de l'humain qui pose problème, alors que c'est son imprévisibilité qui pose problème. Donc il vaut mieux qu'ils soient enfermés. Ce qui fait assez froid dans le dos, parce que finalement l'humain n'est plus qu'une data manipulable, prévisible. Voilà. Et donc c'est là que des gens comme Prédic conservent une petite lueur d'espoir, parce qu'il dit que finalement on ne restera humain que lorsqu'on aura la possibilité d'être imprévisible. Et juste pour finir sur une petite anecdote, et on s'est mal barré, je prenais le train pour l'université, j'avais imprimé mon billet électronique et je le donne au contrôleur qui le contrôle, il me dit votre billet est plus valable. Ah. Il me dit c'est quoi ? C'est 200 balles. Pourquoi ? Parce que je viens de scanner, c'est 200 balles, c'est comme ça. Donc en gros, ce mec-là, si vous voulez, donc pour moi c'est significatif, c'est-à-dire que il y a quelques années, on aurait discuté, on aurait échangé, on serait dit bon ok, allez, je monte mon ordre de mission, on aurait pu discuter. Là non. Donc la machine, la décision qui relève de l'humain confronté à un autre humain est déléguée à une machine. Et là, c'est là que ça va pas. Je vois un petit peu ce que tu disais très rapidement, mais on fait confiance à la technique, et là finalement on fait plus que confiance à la technique, c'est que la technique fait autorité. Voilà. Et elle ne permet plus autre chose que la réalisation de ce qu'elle peut faire. D'accord. Et on ne peut plus désobéir en plus, parce qu'on crée les conditions de l'obéissance. Écoutez, merci à tous, on va s'arrêter là-dessus, il est 21h30, on aura pris le temps, merci à tous d'avoir été présents, on a été une cinquantaine, le chat était assez actif, ça nous a fait plaisir, il y aura une vidéo de la conférence de Samuel que l'on mettra en ligne prochainement sur nos réseaux sociaux, et j'en profite également pour faire une petite communication, une petite publicité sur Chanson Lumière, qui est un acteur régional de la médiation scientifique qui organisait, mettre à l'imparfait pour l'instant, des projections débats, mais qui en organisera de nouveau en 2021, c'est tout ce qu'on souhaite, et qui fait également, on m'entend mal, tant pour moi, et qui fait également de la médiation via les podcasts, dont un que nous avons sorti, le numéro 3, la semaine dernière, dont je mets le lien dans le chat, à propos de Pline l'Ancien, mais il y a toute une petite collection pour l'instant, mais qui va se garnir sur des sujets scientifiques très différents. Merci Samuel. Peut-être veux-tu le mot de la fin avec le micro ouvert ? Qu'est-ce que je peux lui dire ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? En fait, j'utilise souvent un texte qui n'a rien à voir avec le numérique, qui est issu d'un bouquin qui s'appelle « Comment pensent les forêts ». Et l'histoire est la suivante, c'est un guide qui emmène un gars dans la forêt amazonienne, et au moment de planter le camp, il lui dit quand tu dormiras, quand tu te coucheras, dors sur le ventre. Parce que si tu dors sur le dos, si tu dors sur le dos, quand un prédateur, un jaguar viendra, tu vas le regarder et il va te voir en train de le regarder. Donc il va voir en toi un autre lui-même. Si tu dors sur le ventre, tu seras pour lui de la viande, il va te bouffer. Et en fait, ce qui compte, c'est la façon dont les autres nous voient importe. Et donc, dans le cadre du numérique, où on éloigne de plus en plus les humains, on fait disparaître à tous les étages les humains, c'est une plateforme, c'est un robot conversationnel, et donc les humains sont de plus en plus loin, on oublie de penser qu'en face, il y a un humain. Donc, il est important de se rappeler que la façon dont les autres humains, les autres êtres nous voient importe dans le numérique pour éviter de devenir de la viande donnée aux prédateurs divers et variés. Merci Samuel, merci à tous et toutes et une excellente soirée.